Bonjour à tous, pour cette nouvelle collaboration avec Histoire Magazine, nous allons démystifier les clichés sur les Gaulois et les Romains durant la guerre des Gaules. Pour cela, je vous emmène sur le site archéologique de Vieux-la-Romaine, en Normandie, à l'occasion d'un week-end de reconstitution. Romains et Gaulois étaient-ils vraiment ennemis? Pourquoi César a conquis la Gaule? Figure nationale par excellence, largement instrumentalisée au XIXe siècle, qui était Vercingétorix. Est-il juste de se demander s'il a réellement uni les tribus gauloises ou s'il était simplement un chef gaulois plus talentueux que les autres? On connaît tous les légendaires batailles de Gergovie et Alésia. La première est-elle réellement cette grande victoire gauloise? Les Romains sont les vainqueurs de la guerre des Gaules, mais n'ont-ils pas subi de lourdes défaites eux aussi? Ou encore, les soldats gaulois et romains ressemblaient-ils à ça? Pour faire la part entre clichés et réalité, je vous propose de commencer par voir si les Gaulois et les Romains étaient vraiment d'irréductibles ennemis, puis de passer en revue l'aspect militaire de la guerre des Gaules, avec les différents équipements, les tactiques, les batailles connues et moins connues. Nous reviendrons sur les mythes sur César et Vercingétorix, et enfin, nous nous arrêterons sur les idées fausses sur les Gaulois avant et après la conquête. Grâce au travail des reconstituteurs, préparez-vous à vivre la guerre des Gaules comme si vous y étiez. Revenons un peu en arrière. Il faut savoir que les Gaulois n'étaient pas un peuple uni. Avec que des copains, comme on nous le montre dans Astérix. En fait, les Gaulois, c'est une invention des Romains. Eux, ils ne se considéraient pas comme ça. C'était des tribus indépendantes. Au moment de la guerre des Gaules, environ 90 tribus qui ont toutes leur territoire, leur roi, leur fonctionnement, leur tradition, etc. Ensuite, l'empreinte romaine en Gaule ne date pas de -51 avant Jésus-Christ. Déjà vers -150, les Gaulois prennent goût aux produits romains, vin, céramique, vases en métal. Et inversement, les Romains apprécient la charcuterie gauloise, leurs métaux, leurs céréales. Un siècle avant Alésia, les Romains exerçaient déjà leur influence. Certaines tribus sont amies et alliées de Rome. On peut prendre le cas le plus connu, les Éduins, la tribu des Éduins qui avait le statut officiel d'amis et d'alliés du Sénat romain. Alors il y avait aussi une pratique qui se faisait pour assurer les alliances politiques, c'était l'échange d'otages. C'est-à-dire que dans les familles aristocratiques gauloises, on avait coutume d'envoyer les enfants, la plupart du temps, eh bien, en otage à Rome. Alors le mot otage aujourd'hui est un petit peu connoté, c'est pas l'otage comme dans une prise d'otage aujourd'hui, ce sont un peu des invités forcés, on va dire. C'est-à-dire qu'ils sont bien traités, mais surtout c'est l'occasion de les romaniser. On les invite à Rome, on les traite très bien, ils découvrent le style de vie romain et lorsqu'ils reviennent chez eux dans leur tribu, eh bien ils apportent un petit peu de romanité avec eux. Voilà, c'est une des manières passives de la romanisation. César n'est d'ailleurs pas le premier Romain à conquérir la Gaule. En -125, le consul Fluvius Flaccus profite de l'appel à l'aide des Grecs de Massilia pour conquérir la Ligurie transalpine. 3 ans après, c'est Sextus Calvinus qui fonde la première ville romaine, qui s'appelle Aquae Sextiae Salloviorum, notre Aix-en-Provence aujourd'hui. L'annexion de la Gaule commence ici avec la colonisation de la Gaule narbonnaise, que César nomme la province. Colons romains, négociants, vétérans des armées vont venir s'y installer et sous leur influence, les élites gauloises vont adopter leur style de vie. Mais cette accointance avec les Romains n'est pas du goût de toutes les tribus gauloises. Pour nuancer un petit peu quand même ce propos, tous les Gaulois ne sont pas amis de Rome, loin de là. Alors, on a notamment les Gaulois belges, de la Gaule belgique. Alors la Gaule belgique, c'est pas la Belgique actuelle, c'est tout ce qu'il y a au nord de Paris. Donc toute la partie nord de la France, la Belgique et même une partie du Luxembourg. Ces tribus gauloises belges, eh bien, elles sont profondément anti-romaines. Elles rejettent la culture romaine et contrairement aux autres, par exemple, refusent d'importer du vin romain qui pour eux est propre à ramollir le guerrier. Mais alors, quel événement marque le début de la guerre des Gaules en -58? Alors ce qui va déclencher cette guerre des Gaules, contrairement à une idée reçue, c'est pas une invasion officielle des Romains. Loin de là. En fait, la guerre démarre même sans eux. C'est à l'origine les Helvètes qui vont être poussés loin de chez eux par les Germains. Les Germains qui viennent chaque année piller leurs récoltes, brûler leurs maisons, etc. Les Helvètes n'ont pas la puissance militaire pour repousser ces puissants Germains. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de migrer vers la côte atlantique. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin des Germains à ce moment-là. Le problème, c'est que ces 80 000 Helvètes, eh bien, ça va poser un petit problème. Lors de leur migration, ils vont devoir piller, saccager les territoires qu'ils vont traverser pour subsister.
Les Éduins, qui sont amis et alliés de Rome, eh bien, vont voir leur territoire traversé par cette migration helvète, et c'est eux qui, à l'origine, vont demander l'aide du Sénat romain. Et notamment un fameux Jules César, proconsul, c'est-à-dire que Rome est dirigée par un triumvirat. S'il accepte, ce n'est pas uniquement par bonté envers les Éduins, c'est aussi un prétexte, bien sûr, pour entamer cette guerre des Gaules. Il cherche quoi, Jules César? Eh bien, à augmenter son pouvoir, sa puissance politique, mais aussi sa richesse, puisque la guerre, c'est un bon moyen de s'enrichir. Pendant la guerre des Gaules, ce ne sont pas moins de 11 légions qui vont être mobilisées, soit près de 50 000 hommes. Là, vous avez des légionnaires romains. Vous voyez qu'ils ne ressemblent à rien à ce que vous imaginiez. Qui sont ces légionnaires? Eh bien, en fait, il y a très peu d'Italiens, très peu de vrais Romains dans les légions romaines, si ce n'est les officiers et les equites, les cavaliers. Les autres, alors les premières légions qui arrivent en Gaule avec César sont d'origine hispanique, espagnole, si on pourrait dire aujourd'hui. Et ensuite, César va lever des légions directement en Gaule. Les légionnaires sont bien équipés, disciplinés et entraînés. L'armée romaine sera renforcée par des auxiliaires de la province et des cavaliers recrutés chez les Gaulois et les Germains. César s'appuie également sur de nombreux informateurs locaux et sur les éclaireurs qui le précèdent avant chacune de ses batailles. Tous les Gaulois ne sont pas guerriers. Comment on devient un combattant chez les Gaulois? C'est assez différent des Romains. Chez les Romains, on s'engage dans l'armée, il suffit d'être un homme majeur et valide. Chez les Gaulois, c'est différent. C'est la naissance qui détermine votre sort pour toute la vie. C'est une civilisation de caste. Donc pour être un guerrier, il faut être le fils d'un guerrier. Même si pendant la guerre des Gaules, la globalisation de cette guerre va faire qu'on va embaucher aussi des paysans, d'autres personnes. Contrairement à une idée reçue, le légionnaire romain ne porte pas d'uniforme. Il a un équipement standard. C'est-à-dire qu'il doit avoir un bouclier, une armure, un casque, 2 pilas, donc les javelots, et un glaive. Mais le type, le style et la couleur de l'équipement est libre. On peut le voir ici, on a 2 légionnaires qui portent un équipement sensiblement différent. Celui-ci porte une cotte de maille, l'orica amata, celui-ci une cuirasse matelassée. 2 types de casques également, le bouguenum qui porte des paragdatides, et le culus, qui est un simple bol. Alors c'est un casque extrêmement médiocre, mais qui a un avantage, c'est qu'il est peu coûteux et très rapide à produire, ce qui a été intéressant pour César, qui a dû lever des légions en quelques mois. Ils portent tous les deux un scutum. Alors pour ce qui est des couleurs sur les boucliers, eh bien on a peu d'informations. On ne sait pas s'il y avait une couleur par cohorte, par centurie. Le pilum que vous avez ici, c'est un instrument très important, c'est un javelot très lourd qu'on va jeter sur l'adversaire, qui va soit pénétrer l'armure et tuer le guerrier, soit se planter dans son bouclier et le rendre si lourd qu'il sera inutilisable. On a aussi certains légionnaires qui vont être équipés avec un équipement hybride. La lorica amata, la cotte de maille, a un bouguenum, casque romain, mais une épée celte et un bouclier aussi dans le style gaulois. Un personnage que le public connaît très bien, le centurion, qui dirige, alors à l'époque de César, non plus 100 mais 80 hommes. Il porte une armure inspirée des Grecs, le linothorax. C'est une armure composée de 32 couches de lin. Le tissu, on pourrait dire, ça fait pas une bonne armure. Eh bien, détrompez-vous, c'est quasiment impénétrable. Même les flèches vont avoir du mal à passer à travers. Une armure très efficace, mais qui coûte aussi très cher, parce que le tissu à l'époque, c'est pas donné. Il porte par-dessus un harnais de phalaire. Vous voyez, ces décorations, ce sont en fait l'équivalent de nos médailles. Il porte en plus de son glaive un pugio, c'est-à-dire un poignard. Il a le scutum comme les hommes, et il a surtout un vitus, bâton de commandement en cep de vigne, qui lui sert à commander, mais aussi à réprimander les soldats récalcitrants. Alors lui, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a gravi les échelons, mais on ne devient pas centurion par hasard. Il faut être quelqu'un vraiment de brave. C'est un poste de prestige qui rapporte aussi pas mal d'argent, mais un poste à haut risque. Pendant la guerre des Gaules, le corps de l'armée romaine qui subit le plus de pertes en pourcentage, c'est celui des centurions. Pourquoi ? C'est le premier à arriver sur le champ de bataille, le dernier à en partir. Ils prennent énormément de risques, mais ils sont aussi respectés pour ça. Il y avait tout un état-major, évidemment, qui commandait les légions. À la tête de la légion, évidemment, le légat, qui commande les 5500 hommes, mais en dessous de lui, d'autres officiers, le tribun, l'aticlave, comme on a ici, le préfet et les 5 tribuns angusticlaves. Généralement, les officiers portent l'armure traditionnelle qu'on appelle l'orica musculata, là aussi hérité des Grecs, des hoplites grecs. C'est un équipement qui est clairement obsolète au moment de la guerre des Gaules, mais ce qui compte pour un officier, c'est pas d'avoir l'équipement le plus efficace ou le plus à la mode, mais d'avoir un équipement qui soit joli et traditionnel.
Alors pour ce qui est de l'armée gauloise, en tout cas de la coalition gauloise de Vercingétorix, eh bien, on peut voir déjà que l'équipement est extrêmement loin des clichés. Vous pouvez remarquer aussi que l'équipement n'est pas si différent de celui des Romains. Ils portent les mêmes armures, la cotte de maille d'ailleurs, la cotte de maille qui est une invention des Celtes de Grande-Bretagne au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais aussi ce que les archéologues appellent les cuirasses organiques. Voilà, on ne les connaît que grâce aux statuaires, on connaît leur forme, mais on ignore leur composition. Était-elle en cuir, en lin, un mélange des deux ou autre? On ne peut pas savoir avec précision. Les casques sont d'excellente facture, souvent même bien meilleurs que ceux des légionnaires, parce que ce sont déjà des casques en acier. Les Gaulois, je vous le rappelle, sont les spécialistes de la métallurgie du fer. Ici, un modèle Alésia, qui ressemble un peu à un chapeau melon, mais qui est en fait étudié pour prémunir le visage des coups d'épée. Parfois, ces casques sont augmentés d'un panache. Vous voyez, une crête qu'on imagine plus volontiers sur la tête d'un Romain. Eh bien non, les autres peuples, comme les Gaulois, en portaient aussi. Leur arme principale, c'est la lance. Les Gaulois vont commencer en phalange à se battre à la lance. Pourquoi? Eh bien, la lance est plus longue, c'est facile à deviner. L'avantage, plus on est loin de son adversaire pour le tuer, moins on est en danger. Mais lorsque la lance va se briser ou se planter dans un bouclier, eh bien on va sortir à ce moment-là l'épée. Alors l'épée des Gaulois a quelque chose de particulier, c'est que le fourreau est métallique. Ça montre leur savoir-faire exceptionnel. Ce fourreau est composé d'une tôle extrêmement fine qui est ajustée au millimètre près. Alors les guerriers germains vont avoir aussi leur importance dans cette guerre des Gaules, notamment du côté romain. Jules César va embaucher de nombreux mercenaires germains. Vous pouvez constater, à l'instar du guerrier qui est à côté de moi, qu'ils sont peu équipés. On n'a retrouvé aucune armure ni aucun casque, même chez les chefs de guerre. C'est un peuple extrêmement peu équipé et pourtant très efficace. César les considère même comme les meilleurs cavaliers de son temps, à tel point qu'il va s'entourer de 300 cavaliers germains pour constituer sa garde personnelle. C'est vous dire à quel point il a confiance en leur talent martial. Leur seule défense réside dans leur bouclier, qui peut être rectangulaire ou hexagonal. Ils ont une petite particularité, alors ils se battent à la lance et à l'épée, même si les épées sont très rares, mais ils utilisent une arme que les autres peuples n'utilisent pas à la guerre, la hache. Contrairement à l'idée reçue, les Gaulois combattaient avec une certaine discipline. Par exemple, dès le plus jeune âge, ils apprenaient à monter et à dresser leurs chevaux, devenant ainsi d'excellents cavaliers, notamment en situation de combat. Dans ses commentaires de la guerre des Gaules, César raconte que les Gaulois fonçaient sur l'ennemi à pleine vitesse, à cheval ou sur un char, sautaient pour combattre à pied, puis remontaient pour se replier en manœuvrant habilement leur monture ou leur char. Les Gaulois ne se distinguaient pas seulement par leur prouesse équestre. Leur stratégie militaire démontrait également une grande ingéniosité, notamment en utilisant habilement les fantassins pour évacuer les cavaliers blessés du front et remplacer par d'autres combattants. Les Gaulois imitent les tactiques romaines. Pour quelle raison? D'abord, ceux qui ont été otages à Rome ont pu observer et apprendre. Certains ont été engagés dans l'armée romaine comme équites, notamment les cavaliers, qu'ils ont l'occasion d'apprendre certaines tactiques romaines. Jules César, dans ses commentaires de la guerre des Gaules, nous décrit ce phénomène avec assez de précision, notamment à la tortue qui va être copiée. Mais au-delà de ça, les Gaulois sont aussi capables d'essayer, en tout cas, d'imiter les tactiques romaines directement sur le terrain. Ils observent que ce qui fait la force de la Légion, c'est avant tout sa capacité à construire des retranchements, y compris pendant la bataille. Les premières lignes vont tenir l'ennemi, se battre, et les lignes arrière vont creuser un fossé et construire un léger rempart de terre renforcé de bois. Les Gaulois observent ça et vont essayer de faire la même chose, parce qu'ils comprennent que c'est un avantage tactique majeur. César admirait l'ingéniosité des Gaulois pour saper le terrassement des camps romains. Il rapporte que les Gaulois aquitains étaient capables de creuser des tunnels sous les mantelets romains pour affaiblir les fortifications. Cette technique leur venait de leur expertise dans l'extraction des métaux. Les commentaires de César et les fouilles archéologiques ont permis de nous donner une idée assez précise des fortifications romaines. Lors du siège d'Alésia, César ordonna la construction de 2 murs de fortification pour empêcher l'armée de Vercingétorix de sortir de l'oppidum et l'armée de renfort de leur porter secours en entrant. Il fit également creuser un fossé de 6 mètres de profondeur entre 2 rivières pour empêcher les renforts ennemis de passer. Les murs, appelés des mantelets, étaient élevés sur une butte de terre et de bois, prolongés par un fossé en forme de V, puis un second ravin. Pour renforcer cette défense, des armes telles que des scorpions et des onagres étaient déployées. Et ce n'est pas fini. Devant ces fossés, les Romains installaient divers pièges. Des stimuli ou des tribuli, c'est-à-dire des pics de fer capables de transpercer des sabots et des pieds. Ils creusaient des trous dans lesquels ils plaçaient des piquets camouflés par des branchages et des sipis, des creux contenant des objets pointus.
On comprend mieux que les positions romaines étaient difficiles à franchir. Les Gaulois savaient également construire des fortifications solides. César admire les murs de fortifications gauloises. Il est écrit ainsi: des poutres de bois disposées perpendiculairement et recouvertes de terre, avec une façade en pierre. Ainsi, les pierres résistaient au feu et le bois enterré résistait aux béliers. Les effectifs sont donc à peu près équivalents, de même que l'équipement des soldats et les fortifications. Alors, qu'est-ce qui a fait la supériorité des Romains sur les Gaulois? Pour répondre à cette question, nous allons nous pencher sur 4 batailles emblématiques de la guerre des Gaules. La première, appelée la bataille du Sabis, a lieu en -57. César a déjà triomphé des Helvètes l'année précédente. Cette fois, il doit affronter des tribus de la Gaule belge hostiles à la présence romaine. La bataille s'annonce difficile. César décrit les Belges comme les Gaulois les plus braves. Il ajoute que les Nerviens en particulier sont dotés d'une grande bravoure, refusant l'importation de vin ou autres produits de luxe propres à ramollir les âmes. Il y a aussi une autre idée reçue qui est fausse, c'est celle de la toute-puissance romaine qui a vraiment triomphé avec facilité des batailles. Non. Alors certaines batailles, même quand c'est des victoires romaines, ont été quand même compliquées pour les Romains. On peut citer notamment la bataille du Sabis, une des plus importantes de toute la guerre des Gaules, où le peuple nervien, donc un des peuples belges, va en fait prendre de court un petit peu la légion romaine et les attaquer promptement pendant qu'ils sont en train de monter le camp et encore de se déplacer. En fait, ils ont compris, ces Nerviens, mais ainsi que les autres Gaulois belges, qu'ils avaient beaucoup de difficultés à affronter les Romains vraiment en ordre de bataille classique. Donc ils essaient de les prendre par surprise et ça fonctionne. César décrit cette scène vraiment, les Nerviens leur tombent dessus promptement et les légionnaires n'ont pas le temps de réagir. Certains vont se battre sans avoir le temps de mettre leur casque, ni d'enlever les housses des boucliers. Ceci dit, les Romains ne se laissent pas démonter pour autant, ils vont se ressaisir et essayer de reprendre la main sur la situation. Comment ça se passe? César y est pour beaucoup. Là aussi, c'est une autre idée reçue, c'est que les officiers romains sont des planqués qui restent derrière. Eh bien non, ils vont donner de leur personne régulièrement dans la guerre des Gaules, plusieurs vont être blessés, et Jules César lui-même, lors de cette bataille du Sabis, va partir au front en première ligne avec ses soldats. Pourquoi? Pour les remotiver. Ils sont en train de perdre, ils sont en train de se désorganiser. Mais lorsqu'ils voient le consul, un des dirigeants de Rome, partir au front en première ligne, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas le choix, leur honneur est en jeu. Ils reprennent de plus belle la bataille. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à vaincre les Nerviens. Jules César ne va pas être tendre avec eux, puisque les Nerviens sont quasiment exterminés. En tout cas, tous les combattants qui sont sur le champ de bataille vont périr, ou presque. Sur 60 000 Nerviens présents sur le champ de bataille, César nous dit qu'à la fin, il n'en reste que 500. Vous voyez, c'est un véritable massacre. En cette année 54, César confie le commandement d'une légion et 5 cohortes au lieutenant Sabinus et Cotta, stationnés à Aduatuca, près de Liège aujourd'hui, sur le territoire des Éburons et de leur roi Ambiorix, farouchement opposé à l'expansion romaine en Gaule belge. Il fait croire aux Romains qu'ils attendent des renforts germains. Profitant de la confusion provoquée par cette nouvelle, Ambiorix attaque le camp romain. Les Romains, pris au dépourvu, se retrouvent piégés dans leur propre camp. Après un siège prolongé, ils tentent une sortie désespérée qui se solde par une embuscade. Sabinus organise une rencontre avec Ambiorix pour sauver la vie de ses soldats. Mais alors qu'il obtient des Gaulois qu'ils déposent leurs armes pour la négociation, plusieurs d'entre eux se jettent sur lui et le tuent. Cotta est tué au combat et près de 7000 légionnaires massacrés. Vers -52, Vercingétorix, chef Averne, parvient à fédérer de nombreuses tribus gauloises autour de lui. Les Gaulois en ont assez de la présence romaine. À accueillir les légions en hiver, fournir du blé et des otages devient insupportable. De son côté, Jules César doit absolument terminer cette guerre avant la fin de son mandat. Bien qu'il soit populaire auprès du peuple romain, les sénateurs le voient d'un mauvais œil, craignant qu'il ne renverse la République avec son armée. Pressé par le temps, César intensifie les massacres en Gaule, ce qui pousse de plus en plus de tribus à se retourner contre lui, y compris les Éduins, ses alliés de longue date. Tout ceci nous mène à la bataille de Gergovie à l'été 52. César cherche à rejoindre l'armée de Vercingétorix pour mettre un terme à la rébellion qu'il a fomentée. Si le chef gaulois parvient un temps à l'empêcher de traverser l'Allier en brûlant tous les ponts sur son passage, César utilise une ruse pour détourner l'attention des Gaulois et en construire un.
Vercingétorix décide de combattre sur ses terres et attire César à Gergovie, un oppidum situé en hauteur, protégé par des collines et un lac. Le site présente néanmoins deux faiblesses défensives. L'une des collines mène directement aux portes de la ville, et la ville dépend d'une source située en contrebas. Si les Romains s'en emparent, le siège deviendra très difficile. Vercingétorix place donc des hommes près de la source et déploie la majorité de ses forces sur le versant ouest, puis construit un second mur d'enceinte pour protéger l'oppidum. César dispose d'environ 30 000 hommes, tout comme Vercingétorix, et compte sur le soutien des Éduins pour fournir des renforts et des vivres. Cependant, avant la bataille, il s'est impliqué dans une crise politique entre trois familles éduennes en soutenant l'une d'elles. Le problème, c'est que le ravitaillement est alors confié à un chef, Litavicius, que César a justement écarté du pouvoir. La bataille de Gergovie, qui est considérée assez unanimement comme la grande victoire gauloise, eh bien, il s'agit de nuancer un petit peu ce propos. C'est surtout au XIXe siècle qu'on va vraiment exagérer cette victoire. Les Gaulois vont effectivement forcer les légions et César lui-même à se replier, grâce à plusieurs choses. D'une part, eh bien, il y a la trahison, en tout cas le changement de camp, si on peut dire plutôt, des Éduins. Voilà, qui jusque-là traditionnellement étaient du côté romain, se battaient avec lui. Là, les Éduins vont être divisés en deux. Une partie qui va se battre contre César et une partie qui va continuer à se battre avec lui. Ça va surprendre César, évidemment. Après plusieurs confrontations avec les Gaulois, l'armée de César se regroupe à Agedincum, Sens aujourd'hui. Malgré la défaite à Gergovie, il est bien décidé à écraser la rébellion. L'événement qui suit va le conforter dans ses chances d'y parvenir. Alors que la colonne romaine est en marche près de Bibracte, Dijon aujourd'hui, Vercingétorix décide de lancer sa cavalerie pour se débarrasser des Romains avant qu'ils se replient en Gaule narbonnaise, mais César contre-attaque en envoyant sa cavalerie composée de guerriers germains qui massacrent une bonne partie de celle du chef gaulois. Il choisit de se replier sur l'oppidum d'Alésia, une place forte en hauteur entouré de collines et de cours d'eau. Selon certains historiens, Vercingétorix aurait commis une erreur en se retranchant à Alésia. D'autres estiment que s'il a regroupé ses 80 000 hommes sur un espace de 1 km², c'était pour maintenir la cohésion entre ses troupes, issues de tribus différentes, et retarder l'attaque romaine autant que possible, le temps de recevoir des renforts. La bataille d'Alésia, on devrait dire plutôt le siège d'Alésia, vraiment qui va marquer officiellement la fin de la guerre des Gaules, c'est bien une victoire romaine, mais là encore pas une victoire éclatante, puisque ça a été compliqué pour les deux camps. Rien que la situation géographique d'Alésia fait que c'est une place très difficile à prendre. D'ailleurs, dans les premiers moments de ce siège, Jules César va tenter un petit peu de prendre par la force. Il va faire 3 tentatives. Il se rend compte que ça sera impossible, sinon au prix de trop nombreuses vies. Donc il renonce, il décide d'assiéger. C'est-à-dire qu'il va construire un rempart tout autour. Avant que César n'achève les fortifications autour d'Alésia, Vercingétorix réussit à envoyer des messagers à une 60aine de tribus. 42 tribus répondent à son appel, mobilisant entre 100 000 et 300 000 soldats. Un déploiement d'hommes qu'on ne reverra plus avant les guerres napoléoniennes et qui souligne l'ampleur de l'unité des Gaulois face à l'invasion romaine. Jules César assiège l'oppidum d'Alésia, mais se retrouve lui-même assiégé par l'armée de secours gauloise. Il va construire un second rempart, cette fois tourné vers l'extérieur. Le siège va être très long et très dur pour les deux camps. Dans l'oppidum d'Alésia, les Gaulois se retrouvent rapidement à court de vivres. Ils vont d'ailleurs mettre dehors toute la population civile, qui va mourir de faim entre les deux lignes de front. César lui-même n'est pas à la fête, il commande tous les jours. Il prie d'ailleurs Fortuna, la chance. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, Vercingétorix a donné des ordres, y compris à l'armée de secours avec lequel il n'a aucun contact direct depuis le début du siège. Quels sont ces ordres? Ne surtout pas attaquer. Il sait qu'il n'a aucune chance parce que les Romains sont vraiment maîtres dans l'art de la fortification. Au-delà des remparts et des fossés, ils vont mettre toute une série de pièges et les armées gauloises s'épuisent et meurent sur ces pièges. Donc surtout ne pas attaquer. Le problème, c'est que Vercingétorix, grand roi des Gaulois, c'est le premier et le dernier et le seul grand roi gaulois de toute l'histoire. Chaque tribu, à l'origine, est indépendante. L'armée de secours, qui n'a aucun contact direct avec lui, commence à se monter un petit peu à la tête, se dire que s'ils obéissent à Vercingétorix, ce sera sa victoire, et que eux veulent triompher à leur manière. Contre ces ordres, ils vont attaquer l'armée romaine. Vercingétorix, depuis l'oppidum d'Alésia, n'a pas le choix. Il ne peut pas se permettre de ne pas participer à cette bataille. Donc il va attaquer lui aussi.
Et malheureusement, eh bien pour eux en tout cas, de nombreux Gaulois, des milliers et des milliers de Gaulois vont mourir sur les pièges avant même d'atteindre les légionnaires. C'est comme ça que cette défaite va arriver. Donc on peut dire quelque part que c'est avant tout une défaite politique plus que militaire. Maintenant que nous avons retracé les grandes lignes de la guerre des Gaules, intéressons-nous aux personnages clés, César et Vercingétorix. César était-il un conquérant sanguinaire qui a massacré 2 millions de Gaulois ou n'a-t-il pas fait que répondre à l'appel de tribus gauloises attaquées par d'autres? Quant à Vercingétorix, était-il ce chef moustachu incontesté qui a toujours détesté les Romains? Ou n'a-t-il pas été cet ancien allié de Rome qui a vu la possibilité de s'élever à la tête de toute la Gaule? L'image notamment de César est relativement juste, hein. On a des statues et des représentations de lui. Donc voilà, on sait à peu près à quoi il ressemble, ça le grand public est à peu près informé. Quel homme était-il? Alors ça c'est difficile de le savoir puisque les principales informations qu'on a à propos de Jules César viennent directement de lui. Forcément, ses écrits doivent être pris avec certaines pincettes, hein. C'est avant tout un ouvrage de propagande. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'était un général apprécié de ses hommes. Il les punissait avec sévérité lorsqu'il estimait que c'était mérité, mais par contre, le reste du temps, il les récompensait, notamment il les a couverts de cadeaux, parfois des bijoux en or, etc. Donc ces hommes l'adoraient et étaient prêts à tout pour lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'à certaines batailles, lorsqu'il s'est mouillé personnellement dans la bataille, qu'il s'est impliqué physiquement, eh bien ces hommes ont redoublé d'efforts pour ne surtout pas l'abandonner. Vis-à-vis du Sénat et des autres Romains, l'image qu'on a de lui est un petit peu différente. Ses concitoyens et surtout les sénateurs et les deux autres membres du triumvirat, eh bien, se rendent bien compte qu'il essaie de tirer un petit peu la couverture à lui, si je puis dire. C'est la principale raison pour laquelle il s'implique dans cette guerre des Gaules. Il est à l'origine le moins puissant des trois. Eh bien, il va gagner tellement en prestige et surtout en richesse pécuniaire, hein, eh bien, qu'il va devenir évidemment le plus puissant des trois. Suite à cette guerre des Gaules, il va même demander une dérogation au Sénat pour avoir le droit à un siège curule en or, chose qui était interdite depuis la royauté. Évidemment, les sénateurs vont voir ça d'un mauvais œil, se dire que justement il veut devenir roi, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il va être assassiné. Vercingétorix est un personnage plus difficile à cerner. Les éléments biographiques sont rares. Strabon le fait naître en Auvergne, vers Gergovie justement. Selon César, il aurait une trentaine d'années au moment d'Alésien. Quant à son apparence physique, connue grâce à sa statue, elle ne reflète absolument pas la réalité. Son visage n'est autre que celui de Napoléon III, qui a commandité la fameuse statue et financé les premières fouilles à Alésia. Vercingétorix, on a des représentations de lui. Avant la guerre des Gaules, il est représenté les cheveux courts, bouclés et imberbe, il se rase. Et on a des représentations monétaires romaines de Vercingétorix où on le voit avec les cheveux longs, la barbe peu entretenue et les traits tirés, fatigués, voilà, après plusieurs années de détention. Même son vrai nom n'est pas connu. Vercingétorix fait référence en langue gauloise à son statut et signifie le grand roi guerrier. Certains historiens suggèrent même qu'avant d'être l'ennemi de César, Vercingétorix aurait été un de ses subordonnés, ou du moins un informateur, une pratique courante pour les fils des chefs vaincus. C'est sa parfaite connaissance des stratégies militaires romaines, sa capacité à parlementer et à fédérer des troupes issues de différentes tribus, qui semble confirmer cette proximité qu'il a eue avec l'armée romaine. Vercingétorix, quelle va être sa fin? Eh bien, une partie est connue du public, hein, est juste, c'est-à-dire qu'il va rendre les armes devant César. Alors, l'image d'Épinal du 19e où il jette ses armes à ses pieds est probablement fausse. Mais en tout cas, il se présente à César, se rend pour que le siège s'arrête, pour épargner une partie de ses hommes. Alors, ces hommes seront épargnés, mais réduits en esclavage quand même, hein. Sa fin va avoir lieu au moment du triomphe de César. Il va être sacrifié pendant le triomphe de César sur le forum, étranglé devant toute la population romaine. Il reste un dernier cliché à détruire. Les Gaulois avant et après la guerre des Gaules. La conquête est-elle le point de départ de la romanisation et de l'apport des bienfaits de la civilisation? Les Gaulois ont-ils été romanisés de force? La plupart des gens ont une image des Gaulois qui est vraiment fausse. Pour le coup, on les imagine comme des barbares, hirsutes, crasseux, peu civilisés. Ils ont une civilisation vraiment qui est différente de celle des Romaines, mais qui n'est pas moindre. D'abord, ils sont maîtres dans de nombreux domaines, l'artisanat. Par exemple, la métallurgie du fer, ce sont sans aucun doute les meilleurs d'Europe. Dans l'agriculture aussi. C'est d'ailleurs l'une des raisons de la conquête de la Gaule par les Romains aussi, hein. Les terres agricoles sont les meilleures en Gaule et les techniques agricoles aussi. Par exemple, les Gaulois sont les inventeurs de la moissonneuse.
Ce sont aussi des gens qui sont extrêmement raffinés. On a souvent tendance à les imaginer habillés comme des ploucs, là où les Romains sont super classe. Eh bien, pas du tout. Les vêtements des Gaulois sont bien plus complexes dans leur réalisation. Leurs tissus aussi, les tissus à carreaux, qui font leur réputation, demandent des techniques de tissage bien plus compliquées que les tissus unis, par exemple. Pour vous donner un petit exemple, une petite anecdote, lorsqu'on prend des esclaves à Rome, généralement, ils sont stéréotypés. Par exemple, si on veut un érudit, pour faire un précepteur pour ses enfants, on prend un grec. Mais lorsqu'on veut quelqu'un de soigné pour tenir la maison ou pour aider la dame à se préparer, eh bien on prend une gauloise, puisqu'on les considère comme les plus soignées, les plus belles, et celles qui se maquillent, se parfument. Vous voyez, donc on est loin de ces barbares crasseux et hirsutes. Alors, cette romanisation de la Gaule, eh bien, on se rend compte qu'elle va plutôt se passer facilement. On va avoir des révoltes pendant 2 ans, après la guerre des Gaules, ce qui est quand même assez peu dans l'histoire militaire. Pourquoi ? Eh bien en fait, le peuple gaulois va se rendre compte que la romanisation a pas mal de choses à lui apporter. Ceux qui vont résister, ce sont uniquement les aristocrates qui voient quoi ? Leurs privilèges menacés. J'espère que nous vous avons permis de revoir votre vision des Gaulois et des Romains durant la guerre des Gaules. Merci à tous pour avoir été présents pour explorer notre histoire et notre patrimoine. À très bientôt.